Univer. Antigone. Présentation. Antigone. Antigone appartient aux légendes attachées à la ville de Thèbes. Elle est l'une des enfants nés de l'union incestueuse du roi de Thèbes, Oedipe, et de sa propre mère, Jocaste. Antigone est la sœur d'Ismène, d'Éthéocle et de Polynice. Elle fait preuve d'un dévouement, et d'une grandeur d'âme sans pareil dans la mythologie. Quand son père est chassé de Thèbes, par ses frères et quand, les yeux crevés, il doit mendier sa nourriture sur les routes, Antigone lui sert de guide. Elle veille sur lui jusqu'à la fin de son existence et l'assiste dans ses derniers moments. Puis Antigone revient à Thèbes. Elle y connaît une nouvelle, et cruelle épreuve. Ses frères Éthéocle et Polynice se disputent le pouvoir. Ce dernier fait appel à une armée étrangère pour assiéger la ville, et combattre son frère Éthéocle. Après la mort des deux frères, Créon, leur oncle prend le pouvoir. Il ordonne des funérailles solennelles pour Éthéocle et interdit qu'il soit donné une sépulture à Polynice, coupable à ses yeux d'avoir porté les armes contre sa patrie avec le concours d'étrangers. Ainsi l'âme de Polynice ne connaîtra jamais de repos. Pourtant Antigone, qui considère comme sacré le devoir d'ensevelir les morts, se rend une nuit auprès du corps de son frère et verse sur lui, selon le rite, quelques poignées de terre. Créon apprend d'un garde qu'Antigone a recouvert de poussière le corps de Polynice. On amène Antigone devant lui, et il la condamne à mort. Elle est enterrée vive dans le tombeau des Labdacides. Plutôt que de mourir de faim, elle préfère se pendre. Aimon, fils de Créon, et fiancé d'Antigone, se suicide de désespoir. Eurydice, l'épouse de Créon ne peut supporter la mort de ce fils qu'elle adorait, et met fin elle aussi à ses jours. Le personnage baptisé le prologue présente les différents protagonistes, et résume la légende de Thèbes. À nous il reprend cette tradition grecque, qui consiste à confier à un personnage particulier, un monologue permettant au spectateur de se rafraîchir la mémoire. Le prologue replace la pièce dans son contexte mythique. Toute la troupe des comédiens est en scène. Si certains personnages semblent ignorer le drame qui se noue, d'autres songent déjà au désastre annoncé. Antigone rentre chez elle, à l'aube, après une escapade nocturne. Elle est surprise par sa nourrice qui lui adresse des reproches. L'héroïne doit affronter les questions de sa nounou. Le dialogue donne lieu à un quiproquo. La nourrice prodigue des conseils domestiques, il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit. Tandis qu'Antigone évoque son escapade avec beaucoup de mystère. Oui, j'avais un rendez-vous. Mais elle n'en dira pas plus. La nourrice sort et Ismène, la sœur d'Antigone, dissuade cette dernière d'enfreindre l'ordre de Créon, et d'ensevelir le corps de Polynice. Ismène exhorte sa sœur à la prudence, il est plus fort que nous, Antigone, il est le roi. Antigone refuse ses conseils de sagesse. Elle n'entend pas devenir raisonnable. Antigone se retrouve à nouveau seule avec sa nourrice. Elle cherche à surmonter ses doutes et demande à sa nourrice de la rassurer. Elle tient aussi des propos ambigus pour ceux qui ne connaissent pas son dessein, et c'est le cas de la nourrice. Elle semble décidée à mourir, et évoque sa disparition à mots couverts si, moi, pour une raison ou pour une autre, je ne pouvais plus lui parler. Antigone souhaite également s'expliquer avec son fiancé Aimon. Elle lui demande de le pardonner pour leur dispute de la veille. Les deux amoureux rêvent alors d'un bonheur improbable. Sûre d'être aimée, Antigone est rassurée. Elle demande cependant à Aimon de garder le silence, et lui annonce qu'elle ne pourra jamais l'épouser. Là encore, la scène prête au quiproquo, le spectateur comprend qu'Antigone pense à sa mort prochaine, tandis qu'Aimon, qui lui n'a pas percé le dessein d'Antigone, est attristé de ce qu'il prend pour un refus. Ismène revient en scène, et conjure sa sœur de renoncer à son projet. Elle affirme même que Polynice, le frère banni, n'aimait pas cette sœur qui aujourd'hui est prête à se sacrifier pour lui. Antigone avoue alors avec un sentiment de triomphe, qu'il est trop tard, car elle a déjà, dans la nuit, bravé l'ordre de Créon et accompli son geste, c'est trop tard. Ce matin, quand tu m'as rencontré, j'en venais. Jonas, un des gardes chargés de surveiller le corps de Polynice, vient révéler à Créon qu'on a transgressé ses ordres, et recouvert le corps de terre. Le roi veut croire à un complot dirigé contre lui, et fait prendre des mesures pour renforcer la surveillance du corps de Polynice. Il semble également vouloir garder le secret sur cet incident. Va vite.
Si personne ne sait, tu vivras. Le chœur s'adresse directement au public et vient clore la première partie de la pièce. Il commente les événements en exposant sa conception de la tragédie qu'il oppose au genre littéraire du drame. Le chœur affiche également une certaine ironie, et dévoile les recettes de l'auteur, c'est cela qui est commode dans la tragédie. On donne un petit coup de pouce pour que cela démarre. C'est tout. Après on n'a plus qu'à laisser faire. On est tranquille. Cela roule tout seul. Antigone est traînée sur scène par les gardes qui l'ont trouvée près du cadavre de son frère. Ils ne veulent pas croire qu'elle est la nièce du roi, et la traitent avec brutalité. Ils se réjouissent de cette capture et des récompenses et distinctions qu'elle leur vaudra. Créon les rejoint. Les gardes font leur rapport. Le roi ne veut pas les croire. Il interroge sa nièce qui avoue aussitôt. Il fait alors mettre les gardes au secret, avant que le scandale ne s'ébruite. Créon et Antigone restent seuls sur scène. C'est la grande confrontation entre le roi et Antigone. Le roi souhaite étouffer le scandale, et ramener la jeune fille à la raison. Dans un premier temps, Antigone affronte Créon qui tente de la dominer de son autorité. Les deux protagonistes dévoilent leur personnalité et leur motivation inconciliables. Créon justifie les obligations liées à son rôle d'homme d'État. Antigone semble sourde à ses arguments. Créon, est-ce que tu le comprends cela? Antigone, je ne veux pas le comprendre. À court d'arguments, Créon révèle les véritables visages de Polynice et d'Étéocle, et les raisons de leur ignoble conflit. Cet éclairage révolte Antigone qui semble prête à renoncer et à se soumettre. Mais c'est en lui promettant un bonheur ordinaire avec Aimon, que Créon ravive son amour-propre, et provoque chez elle, un ultime sursaut. Elle rejette ce futur inodore et se rebelle à nouveau. Elle choisit une nouvelle fois la révolte et la mort. Ismène, la sœur d'Antigone entre en scène, alors que cette dernière s'apprêtait à sortir et à commettre un esclandre, ce qui aurait obligé le roi à l'emprisonner. Ismène se range aux côtés d'Antigone, et est prête à mettre elle aussi sa vie en jeu. Mais Antigone refuse, prétextant qu'il est trop facile de jouer les héroïnes maintenant, que les dés ont été jetés. Créon appelle la garde, Antigone clôt la scène en appelant la mort de ses cris, et en avouant son soulagement. Enfin Créon. Le chœur entre en scène. Les personnages semblent avoir perdu la raison, ils se bousculent. Le chœur essaye d'intercéder en faveur d'Antigone et tente de convaincre Créon d'empêcher la condamnation à mort d'Antigone. Mais le roi refuse, prétextant qu'Antigone a choisi elle-même son destin, et qu'il ne peut la forcer à vivre malgré elle. Aimon vient lui aussi, ivre de douleur, supplier son père d'épargner Antigone, puis il s'enfuit. Antigone reste seule avec un garde. Elle rencontre là le dernier visage d'homme. Il se révèle bien mesquin, et ne sait parler que de grade et de promotion. Il est incapable d'offrir le moindre réconfort à Antigone. Cette scène contraste, par son calme, avec le violent tumulte des scènes précédentes. Apprenant qu'elle va être enterrée vivante, éprouvant de profonds doutes, et Créon avait raison, c'est terrible maintenant, à côté de cet homme, je ne sais plus pourquoi je meurs. Antigone souhaite dicter au garde une lettre pour Aimon, dans laquelle elle exprime ses dernières pensées. Puis elle se reprend et corrige ce dernier message: il vaut mieux que jamais personne ne sache. C'est la dernière apparition d'Antigone. Le messager entre en scène et annonce à Créon et au public, la mort d'Antigone, et la mort de son fils Aimon. Tous les efforts de Créon pour le sauver ont été vains. C'est alors le chœur qui annonce le suicide d'Eurydice, la femme de Créon. Elle n'a pas supporté la mort de ce fils qu'elle aimait tant. Créon garde un calme étonnant. Il indique son désir de poursuivre la sale besogne sans faillir. Il sort en compagnon de son page. Tous les personnages sont sortis. Le chœur entre en scène, et s'adresse au public, il constate avec une certaine ironie la mort de nombreux personnages de cette tragédie. Morts pareils, tous, bien raides, bien inutiles, bien pourris. La mort a triomphé de presque tous. Il ne reste plus que Créon dans son palais vide. Les gardes, eux, continuent de jouer aux cartes, comme ils l'avaient fait lors du prologue. Ils semblent les seuls épargnés par la tragédie. Ultime dérision. Universe. Subscribe now to receive the next videos. S'abonner maintenant, pour recevoir les prochaines vidéos.